Bonjour chers étudiants, chers auditeurs, nous sommes là pour la quatrième séance sur l'entrepreneuriat. Nous avons vu dans la séance précédente comment organiser ces ressources humaines et la forme juridique. Aujourd'hui, dans cette séance-là, nous allons voir la partie 5 ou la partie 4, c'est l'organisation du processus de la production. Alors, dans cette partie-là, nous allons nous intéresser principalement à trois points. Le premier, c'est l'approvisionnement. Le deuxième, c'est la production, c'est-à-dire le processus de production. Et le troisième, les normes qualité ou les procédures qu'il faut respecter tout simplement dans le processus de production. Alors, quand on parle de l'approvisionnement, le créateur doit préciser la politique d'approvisionnement. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entrepreneur, vous maîtrisez très bien votre activité et vous avez identifié déjà d'où est-ce que vous allez trouver les matières premières, les ingrédients qui vont rentrer dans la production, toutes les composantes dont vous aurez besoin pour finaliser votre produit et le concevoir. Et dans ce cas-là, une fois identifiés les fournisseurs, vous allez bien évidemment conclure avec eux des contrats de travail, des contrats de partenariat pour que la matière première soit disponible ou la marchandise soit disponible pas seulement d'une manière ponctuelle, mais avec une durée dans le temps. C'est la raison pour laquelle c'est toujours important d'identifier plusieurs fournisseurs et aussi d'avoir signé des contrats de partenariat avec ces fournisseurs. Alors, le contrat de partenariat, à quoi il sert? Il sert tout simplement pour garantir la pérennité ou la disponibilité dans le temps de la matière première et des ingrédients dont vous aurez besoin. Parce que si vous ne signez pas de contrat, il n'y a pas d'engagement de la part du fournisseur pour mettre à votre disposition la marchandise ou la matière première. Et comme la matière première est fondamentale pour le fonctionnement de votre entreprise, tout simplement, vous allez vous retrouver avec une matière première qui n'est pas disponible et donc du coup, vous ne pouvez pas mettre sur le marché le bien comme vous l'avez souhaité. Maintenant, autre chose très importante aussi au niveau de l'approvisionnement, c'est que vous allez vous mettre d'accord avec le fournisseur sur le rythme d'approvisionnement. Alors, quand on parle du rythme d'approvisionnement, c'est le nombre de kilogrammes à recevoir par jour ou par semaine, le nombre de tonnes à recevoir par semaine. Donc, tout dépendra de la nature de la matière première et vous allez essayer de respecter cette cadence-là régulière, chaque semaine ou chaque mois ou chaque semestre ou chaque jour, ça dépend de votre produit. Et c'est la nature aussi de votre produit et la nature de la production qui va dicter le rythme d'approvisionnement. Et donc l'approvisionnement, vous allez tenir compte d'un certain nombre de paramètres aussi pour faire de l'approvisionnement. Première des choses, vous allez devoir identifier la liste des fournisseurs susceptibles de disposer de la matière première. Et puis après, vous allez vérifier les prix. Vous allez demander des devis, ce qu'on appelle des devis contradictoires, pour décider finalement, vous allez opter pour quel fournisseur et non pas pour un autre fournisseur. Quels sont les critères qui vont vous pousser à choisir un fournisseur plutôt que l'autre? Alors, ce n'est pas forcément un prix bas, ça peut être un prix bas, ça peut être une qualité meilleure, ça peut être la proximité, ça peut être la disponibilité du fournisseur. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui vont vous permettre en fait de décider pourquoi vous avez opté pour un fournisseur plutôt qu'un autre. Et aussi, c'est important de signaler ça au niveau des contrats que vous concluez avec les prestataires ou avec les fournisseurs, en déterminant les prix, en déterminant aussi les délais de livraison, parce que si vous devez recevoir la marchandise 6 heures du matin de chaque jour, il faut qu'à 6 heures du matin de chaque jour que vous ayez la marchandise, parce que sinon, vous allez être en sous-activité, par exemple, ce jour-là, quand il y a un retard de livraison. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour être sûr de la disponibilité de la marchandise,
on signe ce genre de contrat. Alors, autre mesure de précaution qu'on met en place généralement, c'est de disposer de ce qu'on appelle un stock de sécurité concernant ces marchandises ou concernant ces ingrédients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un stock de sécurité? C'est tout simplement une quantité en termes de matières premières que nous allons devoir stocker dans notre entreprise pour faire face à un éventuel retard de livraison de la part d'un fournisseur ou à un événement peut-être qui est indépendant de notre volonté, c'est-à-dire une catastrophe naturelle par exemple ou une coupure inattendue d'une voie, etc. Et donc ça vous permettra de fonctionner quelques jours, peut-être quelques semaines, ça dépend comme je disais de la nature de l'activité. Ça vous permettra de fonctionner le temps que les choses se rétablissent et que le fournisseur puisse vous acheminer la matière première ou les ingrédients. Et donc, c'est important aussi de mettre en place un dispositif en termes de stock de sécurité. Et là aussi, les conditions de stockage dépendront de la nature des matières premières parce que vous avez des matières premières ou des articles que vous pouvez stocker tout simplement dans l'air. Par contre, vous avez d'autres matières premières que vous devez stocker avec des conditions de température bien précises, des conditions d'hygiène bien précises, etc. Et donc, ça dépend bien évidemment de la nature de votre produit. Vous voyez que quand vous avez assuré cette première phase qui est la phase de l'approvisionnement, c'est que finalement, vous avez de la matière première et la production, le service de la production peut fonctionner quand on a la disponibilité de la matière première et de la marchandise qui intervient dans le processus de production avec des ingrédients, etc. Alors, dans ce deuxième point qui est la production, nous allons principalement voir comment d'abord on planifie la production et qu'est-ce qu'on doit faire quand on réalise ce qui a été planifié et comment on doit contrôler ce qui est fait par rapport à ce qui a été planifié. Donc tout cela, ça demande une connaissance logique tout simplement et c'est la raison pour laquelle généralement on recrute des ingénieurs dans la production qui s'occupent de processus de production parce qu'il y a un certain nombre d'activités qu'il faut mener avec une certaine cohérence, avec aussi une certaine exigence par rapport à la réalisation, par rapport au délai, par rapport aux ressources qu'il faut allouer à chaque opération ou à chaque activité. Alors, voyons d'abord la planification. Alors, quand on parle de la planification de la production, il s'agit de mettre en place un plan de production, de dire quel est ou combien je vais produire par intervalle de temps, c'est-à-dire la quantité à produire par jour ou bien par semaine ou bien par mois. C'est ce qu'on appelle aussi le rythme de production. Et vous allez voir que le rythme de production, il est lié au rythme d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un rythme de production qui est très élevé par rapport au rythme d'approvisionnement parce qu'auquel cas, nous allons rapidement nous retrouver dans une situation de rupture de matières premières. Et non plus, on ne va pas avoir un rythme de production qui est très bas, très faible par rapport au rythme d'approvisionnement. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec une quantité immense de matières premières et de marchandises en stock, avec un rythme de production qui ne suit pas. Et quand on dit stockage de matières premières, n'oublions pas aussi que nous avons des coûts et des charges concernant le stockage. Vous avez de la main-d'œuvre qui s'occupe de la manutention, vous avez de l'électricité quand il s'agit des produits à sauvegarder à des températures bien déterminées, vous avez du matériel technique aussi et des équipements spécifiques par rapport au stockage, etc., etc. Donc, n'oublions pas que c'est pas toujours prudent d'avoir beaucoup d'articles en stock ou beaucoup de matières premières. Il faut avoir un minimum, ce qu'on appelle un stock de sécurité qui nous permet tout simplement de faire face
à des éventuelles ruptures et à des éventuels événements qui peuvent arriver et qui peuvent tout simplement ne pas disposer de la marchandise au niveau de l'approvisionnement. Donc, cette politique de stockage, elle est très importante, que ce soit d'ailleurs en amont, quand on parle des matières premières, aussi bien qu'en aval, ça veut dire le stockage des produits finis. Donc, ce système de planification de la production va nous permettre de dicter aussi le rythme d'approvisionnement. Et n'oublions pas, on l'a dit dans la partie commerciale, que le rythme de production, il est dicté aussi par le rythme de commercialisation, parce que on ne va pas produire à un rythme très faible par rapport au rythme de commercialisation que la clientèle, il veut des articles, il est le marché est demandeur de plusieurs articles. Et donc, le processus de production ou le rythme que nous allons choisir pour la production doit être lié aussi à ce qui se passe au niveau commercial. Donc, vous voyez que finalement, vous avez un rythme de commercialisation qui dicte le nombre d'articles vendus par semaine, par jour, par mois, lequel va déterminer le processus et le rythme de production pour dire combien on doit sortir chaque fin de journée, combien de pièces chaque fin de semaine et combien on doit en mettre en stock. Et par la suite, ce rythme de production va dicter le rythme d'approvisionnement, tenant compte aussi d'une quantité minimale à tenir au niveau du stock des matières premières pour faire face à des éventuelles difficultés d'approvisionnement. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure les ingénieurs? Bon, les ingénieurs, c'est tout simplement la façon de dire, mais tout simplement dans cet atelier de production, on a besoin des personnes qualifiées et qui ont la maîtrise des outils de planification et d'ordonnancement des tâches. C'est-à-dire, on doit identifier et inventorier l'ensemble des tâches et des activités liées à la production, mais le responsable ou le directeur de production, il doit être en mesure de juger quelles sont les activités qu'on peut mener en parallèle et quelles sont les activités qui sont successives, c'est-à-dire qu'on doit d'abord exécuter une activité et puis une fois on a terminé cette tâche ou cette activité, la fin d'une activité va déclencher automatiquement le démarrage d'une autre activité. Ce sont ce qu'on appelle tout simplement ces opérations, l'ordonnancement des tâches ou l'ordonnancement des activités, c'est de les mettre dans l'ordre tout en tenant compte des activités qu'on peut mener en parallèle. Un exemple, dans un atelier de production, vous avez par exemple un entretien qui se fait le matin, une production qui s'est faite dans la journée, un entretien à la fin de la journée, et donc vous avez un contrôle qui est fait tout au long de la chaîne de production. Vous avez aussi des interventions pour des réparations, pour des changements de pièces, etc. Quand on parle de la maintenance préventive, ça veut dire tout simplement, je vais intervenir pour s'assurer tout simplement que la machine il fonctionne correctement, il n'y a pas de risque à ce qu'il tombe en panne. Donc, l'agent de maintenance va faire son travail avant le démarrage de l'activité dans l'atelier et à la fin de l'activité, par exemple, ou un jour où l'activité n'est pas là pour contrôler toutes les machines, etc. Donc, vous allez voir qu'on ne peut pas faire de la maintenance préventive en même temps que l'atelier fonctionne. Soit on l'a fait avant, soit on l'a fait après. Donc, on ne peut pas les avoir en même temps. Quand est-ce qu'on fait une intervention de maintenance? C'est quand il y a une machine qui est bloquée ou qui est en panne. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle la maintenance curative, où on doit intervenir pour réparer la machine. Donc, vous allez mettre toutes ces activités-là sur table et de dire cette activité elle nécessite combien de temps pour l'exécuter et elle nécessite combien en termes de ressources humaines, en termes de main-d'œuvre, et nécessite combien en termes de charges financières, par exemple, ou de coûts de production. Et à partir de là, vous allez faire ce qu'on appelle des arbitrages
pour peut-être retarder une tâche ou mener une tâche en parallèle avec une autre. Donc, vous pouvez glisser une tâche à gauche et à droite pour parler le langage des gens qui comprennent un peu le réseau PERT et le diagramme de Gantt. C'est tout simplement dans un objectif d'optimisation des ressources et de la main-d'œuvre dans le processus de production. Alors, ce qui est important quand on commence à réaliser la production de notre produit que nous allons mettre sur le marché, c'est aussi de faire attention à tous les équipements qui rentrent dans la production. Alors, quand on parle des équipements, c'est les machines, mais aussi c'est des installations techniques que nous devons avoir comme disposition dans l'atelier de production. L'organisation de ces machines-là aussi doit être menée d'une manière scientifique, d'une manière logique, d'une manière cohérente pour respecter le processus et la chaîne de production, c'est-à-dire éviter des croisements entre la matière première et le produit fini, parce que peut-être que le produit fini risque d'être contaminé s'il y a un contact avec la matière première. Parce que généralement, on reçoit la matière première, elle est traitée, elle est nettoyée, elle est préparée avant que ça rentre dans le processus de production. Prenons un exemple plus simple, la production des yaourts. La production des yaourts, nous avons le lait comme base, mais après, avant le processus de production, il y a un contrôle sur la qualité du lait, etc. Et par la suite, donc, il y a un processus jusqu'à arriver à la fin. Et donc, il y a un processus linéaire. On ne peut pas avoir un chevauchement ou des allers-retours entre la matière première et le produit fini parce que ça risque tout simplement de contaminer le produit fini. Exemple aussi, dans la restauration par exemple, dans la cuisine, vous avez ce qu'on appelle le respect de la marche en avant. C'est-à-dire que les installations techniques que vous allez mettre au niveau de la cuisine doivent respecter cette contrainte de la marche en avant, auquel cas, vous n'allez pas, une personne qui prend le plat ne va pas être croisée avec une personne qui est en train de faire rentrer la matière première à la cuisine, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le respect tout simplement de la marche en avant. Alors, il se peut aussi dans le processus de production que vous ayez ce qu'on appelle des sous-traitants. Alors, les sous-traitants, c'est des entreprises, ce sont des entreprises ou des organismes qui vont intervenir dans votre production, mais qui vont intervenir autrement. C'est-à-dire que vous allez leur demander de vous fabriquer, par exemple, des emballages. Vous allez leur demander de vous fabriquer quelques encours qui rentrent dans votre produit. Et quand ils vont produire ça, donc ils vont le mettre à votre disposition pour que vous puissiez compléter votre produit arrivé à la finale. Alors, un exemple, si vous produisez par exemple du thé, vous produisez du thé ou des infusions, vous avez besoin d'un emballage avec du métal. Alors, l'emballage avec du métal ne fait pas partie du corps de votre métier. Vous allez demander un prestataire, une autre entreprise qui va vous préparer ces emballages en métal avec toutes les informations que vous demandez parce que c'est vous le donneur d'ordre. Et après, donc, vous allez les recevoir pour finalement mettre votre produit dans cet emballage-là. Mais finalement, c'est votre produit, même si l'emballage, c'est une autre entreprise qui l'a fabriqué. Donc, vous voyez que finalement, vous pouvez, dans votre processus de production, avoir le contrôle de toute la chaîne, mais vous pouvez aussi faire appel à des prestataires. Alors, prudence quand même exige, lorsque vous avez des prestataires, nous devons absolument signer des contrats de prestation avec ces gens-là pour que vous ayez la permanence et la disponibilité des encours. Ce qu'on appelle des encours, c'est des articles qui rentrent dans la production de votre bien ou de votre produit en général. Des prestations qui doivent être faites avec une qualité que vous exigez. Maintenant, la qualité que vous exigez ou la norme qualité que vous exigez doivent être identifiées, écrites noir sur blanc, que ce soit dans votre entreprise aussi bien que au niveau des partenaires ou au niveau des prestataires qui vont intervenir
dans le processus de production. Alors, l'existence de ces modalités de contrôle qualité s'impose si vous voulez que votre produit soit distingué sur le marché. Il ne faut pas oublier aussi que vous allez démarrer votre activité petit à petit, mais rien n'empêche que vous allez aussi être ambitieux et vous allez vous inscrire dans un projet de certification, par exemple ISO, ou dans des normes spécifiques selon la nature de votre activité. Alors, pour y arriver, il vaut mieux démarrer et démarrer correctement. Alors, comment démarrer correctement? C'est que vous allez mettre en place, en tant qu'entrepreneur, mettre en place ce qu'on appelle des procédures de travail. Nous avons vu dans la partie organisation RH que vous mettez en place ce qu'on a appelé des fiches descriptives de poste pour déterminer le rôle, les missions, les activités, les exigences de chaque poste. Comme ça, la personne qui va occuper ce poste-là, il va prendre connaissance de ses missions, de ses activités et de son rôle dans l'organisation et il va bien évidemment commencer à travailler. Maintenant, si vous voulez avoir aussi la maîtrise et vous inscrire dans un projet de certification, n'oubliez pas de mettre en place ce qu'on appelle des procédures de travail. Alors, une procédure de travail, c'est tout simplement de mettre en place noir sur blanc comment un service fonctionne, comment une opération elle est faite. Et donc, vous allez tout simplement répondre à un ensemble de questions. La première question, qui fait quoi? Qui fait quoi? Est-ce que c'est le chef de service? Est-ce que c'est le responsable de service? Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est l'agent? Est-ce que c'est la secrétaire? Qui fait quoi? Et puis après, quel est son rôle? On l'a vu dans la fiche descriptive de poste. Et comment le faire? On vous dit par exemple, comment vous faites le recrutement? Comment je fais le recrutement? Je cherche des candidatures, je fais l'entretien, je fais un test et puis après, je signe le contrat. C'est très simple. Ce que vous avez dit, il faut tout simplement que ça soit écrit quelque part. C'est ce qu'on appelle une procédure de recrutement, tout simplement. Comment le faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Ça veut dire à quel moment on doit déclencher le processus de recrutement et quand est-ce que ça se termine? Quel rythme et quelle est la fréquence de le faire? Combien de fois on fait le recrutement dans l'année? Est-ce que le recrutement, on le fait une seule fois dans l'année? Est-ce qu'on le fait plusieurs fois dans l'année? Plusieurs fois, ça veut dire une fois par mois, une fois par semaine, une fois par 6 mois. Donc, il faut déterminer aussi la fréquence et le rythme de l'organisation de cette activité. Et puis par la suite, comment mesurer l'efficacité du travail? Comment mesurer l'efficacité? C'est tout simplement mettre en place quelques indicateurs qui vont former ce qu'on appelle un tableau de bord qui vous renseigne, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, est-ce que votre entreprise fonctionne correctement? Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Est-ce que le fonctionnement global vous donne des résultats? Vous réalisez de la performance dans votre activité, etc. Donc, tout cela, quand même, c'est très important à en tenir compte, la mise en place de ces procédures-là. Donc, vous voyez que finalement, en termes de processus de production, vous avez d'abord à penser à l'activité d'approvisionnement. L'approvisionnement, ça veut dire qu'il faut chercher les fournisseurs qui vont mettre à votre disposition la marchandise. Vous allez signer des contrats de collaboration avec eux. Maintenant, est-ce que c'est vous qui allez partir chercher la marchandise ou bien c'est eux qui vont vous livrer la marchandise? Là aussi, ce sont des termes que vous prévoyez dans les contrats que vous signez avec les fournisseurs. Sachant aussi que vous devez évaluer la qualité de chaque fournisseur et la qualité de la prestation avec le respect de rythme, le respect de délai d'approvisionnement, de la qualité et de l'exigence de la matière première que vous demandez. Et puis, de tenir compte aussi d'un stock de sécurité au cas où il y a un événement indépendant de votre volonté, vous avez quand même une quantité qui vous permettra d'assurer le fonctionnement de votre entreprise. Au niveau de la production, nous avons vu qu'il faut mettre en place une planification. Une planification, c'est-à-dire d'inventorier l'ensemble des tâches et des activités liées
à la production de votre bien, et puis après, de voir comment vous allez ordonnancer, comment vous allez mettre ces différentes activités dans l'ordre d'enchaînement, tout en gardant bien évidemment cet objectif d'optimisation des ressources, que ce soit en termes de main-d'œuvre ou financière, qui sont allouées à chaque opération, sachant qu'on peut avoir des activités qu'on peut mener en parallèle pour gagner du temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des activités qui vont venir l'une après l'autre, mais l'objectif ici, c'est d'optimiser tout le processus de production. Alors, quand on produit, on réalise, il faut qu'on contrôle, il faut qu'on vérifie est-ce que ce que nous avons prévu dans la planification, il s'exécute, il se fait correctement, ou bien il y a des décalages, auquel cas il faut apporter ce qu'on appelle les ajustements nécessaires pour éviter des surprises à la fin de la production. Alors, comme on prévoit un stock de sécurité au moment de l'approvisionnement, au niveau des stocks de matières premières, on peut aussi prévoir un stock au niveau du produit fini pour faire face à un changement éventuel du rythme de commercialisation et que vous ayez la quantité qui vous permettra bien évidemment de faire face à une forte demande, peut-être un instant T. Donc voilà pour cet axe-là, la séance 4. Maintenant, pour aussi faire travailler un tout petit peu vos esprits, essayez de travailler et de mettre et d'élaborer des procédures de travail concernant votre activité, par exemple, à laquelle vous avez pensé, et une procédure de travail pour la partie approvisionnement, et une procédure de travail pour la partie contrôle de production, et une procédure de travail sur le volet, par exemple, paiement des salariés. Donc, l'idée, c'est de voir tout simplement votre manière de faire pour mettre en place une procédure, sachant que la procédure, on peut la mettre sous forme de texte, de l'écrit, comme on peut la mettre sous forme de ce qu'on appelle logigramme. Logigramme, c'est tout simplement des cercles, des rectangles, des symboles qui vous permettent de dire voilà la première étape, voilà la deuxième étape, on fait un test ici, si oui, voilà ce qui se passe, sinon voilà ce qui se passe, et puis après on finit par la fin bien évidemment de la procédure. Ça vous décrit comment vous allez faire votre travail. Donc voilà, nous avons terminé la séance 4. Rendez-vous la prochaine séance, la séance numéro 5, pour étudier l'étude financière et la préparation du business plan. Dans ce cas-là, je vous souhaite bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver.